Vous connaissez évidemment le hashtag MeToo, vous connaissez également le hashtag Balance ton porc, mais connaissez-vous le hashtag MeToo Trans, beaucoup moins connu, beaucoup moins médiatisé? La parole se libère pour lutter contre la transphobie. Et d'ailleurs, tout est parti d'un article publié sur notre site Terrienne à TV5 Monde. Avec nous pour en parler, Clémence Zamora-Cruz, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes militante pour les droits des personnes transgenres et porte-parole du collectif inter-LGBT. À vos côtés, Isabelle Mourget, rédactrice en chef de Terrienne, le site dédié à l'actualité et à la condition des femmes dans le monde. Vous présentez aussi l'émission Terrienne. La rentrée, d'ailleurs, au mois de janvier, ça sera samedi dans quelques jours. Alors peut-être d'abord quelques mots, Clémence Zamora-Cruz, sur votre parcours. Vous êtes née au Mexique, vous êtes née garçon, ou plutôt Isabelle m'a repris, assigné garçon à la naissance. Quand est-ce que vous avez dit « je suis un garçon, je suis un homme » ? En fait, c'est, vous savez, quand on naît, on regarde nos parties génitales et à partir de cette observation, on décide finalement une assignation. On assigne les gens, leur genre, en fait, par rapport à cette observation. Moi, cette observation, pour moi, ça n'a pas eu de réalité, en fait, parce que pour moi, j'ai toujours été une femme. Et j'ai commencé à le clamer depuis très très jeune, non seulement par la parole, mais aussi par des gestes répétitifs et aussi par le fait qu'il y avait mon expression de genre qui ne correspondait avec l'assignation qui m'avait été faite. Mais comment ça se manifestait? Vous n'aimiez pas quand vos parents vous habillaient, par exemple, avec une tenue, entre guillemets, de fille? Non, plutôt de garçons, des garçons. Pardon. Ça passait plutôt par ces genres des stéréotypes de genre, en fait. Ce sont des stéréotypes qui construisent aussi l'identité de la personne. Et dans mon cas, oui, les stéréotypes qui étaient féminins me convenaient plus que les stéréotypes marqués côté masculin. Et pour moi, ça passait par le fait d'avoir les cheveux longs, d'avoir une apparence féminine dans la façon de m'habiller ou de m'exprimer. Maintenant, avec le recul, je me dis que en fait, ce n'était pas très important en fait de faire autant de distinctions entre entre le genre que j'ai réclamé et mon expression de genre. Mais pour moi, c'était important à l'époque. C'était important parce que c'est une façon aussi être en fait. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenue militante? Qu'est-ce qui vous a motivé à franchir le pas pour devenir militante active? Alors, moi, je suis arrivée en France en 1996. Je suis partie du Mexique suite à des persécutions politiques, et notamment parce que j'étais dans le mouvement qui réclamait la démocratie au Mexique. Et évidemment, il y avait aussi de la transphobie au Mexique de l'époque. Et je suis arrivée en France en pensant que la patrie des droits humains allait respecter mon identité, allait respecter la personne que je suis. Or, quand j'ai commencé mon parcours ici en France, c'était assez difficile. Non seulement parce qu'il fallait à chaque fois prouver qui j'étais, mais également parce que je n'avais pas accès à des conditions convenables, notamment sur la question de l'accès et aussi le fait qu'on me reconnaisse légalement comme qui je suis. Aujourd'hui, c'est le cas. Sur vos papiers d'identité, vous êtes reconnue comme étant une femme. Mais actuellement, on a une loi qui est passée récemment. Donc, le changement d'état civil, il est un peu amélioré, il est un peu facilité, malgré le fait qu'on continue à passer devant un juge. Cependant, à l'époque où je l'avais demandé, on nous réclamait les stérilisations pour obtenir un changement d'état civil. C'est quelque chose qui était complètement inhumain et qui n'était pas justifiable. Isabelle, diriez-vous que c'est tabou aujourd'hui, en 2020, de parler de violence transphobe? Alors justement, ce hashtag qui est sorti au milieu du mois de novembre a révélé que ce tabou, en fait, il y a tout un mouvement en France et ailleurs dans le monde, il y a MeToo et il y a aussi toute une mobilisation autour des violences faites aux femmes. Et je pense que dans ce sillage, ça a permis justement d'accentuer la lumière, de fixer la lumière et les projecteurs sur les violences transphobes. Il faut savoir qu'en grande majorité encore aujourd'hui, ce sont des femmes trans qui sont victimes de ces violences et qui sont discriminées. Pourquoi? Parce que la transidentité est plus visible peut-être chez les femmes trans et que
que, encore héritage de la société patriarcale, c'est l'homme qui définit dans l'espace public la féminité, ce qu'est une femme. Les agressions contre les femmes ont été dénoncées dans beaucoup de hashtags, mais aussi de beaucoup de mouvements, les agressions dans les transports publics, dans la rue, etc. Et donc, dans ce sillage-là, quand on est une femme, c'est déjà compliqué. Mais quand on est trans... Et là, ce qui complique, c'est qu'en fait, ce sont aussi des citoyennes à la marge, en fait, souvent, qui sont dans des professions notamment à risque, pas seulement. Pas seulement. Considérées comme à la marge. Il y a un tabou aussi lié à la sexualité. Peut-être que Clémence peut en dire quelques mots. En fait, on a beaucoup de clichés sur les questions trans et que souvent on oublie l'essentiel. On est en train de maltraiter à une personne, on est en train de discriminer une personne et souvent quand il y a une agression transphobe, évidemment, il y a l'indignation de tout le monde qui survient naturellement parce qu'on est dans l'émotionnel, dans l'instantané, en fait. Mais on oublie que cette agression, en fait, ça fait partie d'un iceberg et que c'est la pointe de l'iceberg. Les meurtres transphobes, comme celui de Vanessa Campos, c'est la pointe de l'iceberg, en fait. Quelque chose qui est visible, qui interpelle parce que c'est brutal. L'agression place de la République de Julia Bayer, également, ça s'interpelle parce que c'est dans l'espace public et donc c'est une agression. Cependant, dans cet iceberg, on oublie souvent tout ce qui est en bas, en fait, tout ce qui n'est pas visible. Et malheureusement, quand on parle de la population trans comme étant précaire, il y a une partie des réalités. Pourquoi? Parce que dans la mécanique d'exclusion des personnes trans, il y a, depuis le départ, le fait qu'on ne lutte pas assez bien contre les discriminations. Et c'est vrai que c'est difficilement quantifiable, mais tout de même, Isabelle, il y a parfois des chiffres. Tout de même, 85%, dit-on, des personnes transgenres seront agressées au moins une fois au cours de leur vie. Ça paraît énorme. Et ce sont des estimations. C'est ce que disait Clémence, c'est la partie visible de l'iceberg, car évidemment... la grande majorité des personnes qui sont discriminées ou qui subissent des violences n'osent pas aller porter plainte, ne le signalent pas. Il y a la honte, la peur d'être encore plus discriminée. Cette violence dont parlait Clémence, c'est cette violence un peu invisible qui se fait donc au niveau administratif, même s'il y a eu des améliorations en France, il y a d'autres pays où c'est encore très compliqué. Il faut encore avoir recours à un avocat, je crois, pour pouvoir... Ce n'est pas nécessaire, mais c'est recommandé. Voilà. Parce qu'on passe devant un juge. Ça facilite. Voilà. Le changement de nom, il faut aller auprès de la mairie. Il y a des actes. Mais il y a aussi la violence qui se fait sur les lieux de travail. Il y a des discriminations. On peut se faire agresser ou alors se faire... En fait, dans la partie invisible, il y a évidemment, on pense à l'agression, en fait, mais cette partie, elle est émotionnelle, elle est visible. Mais il y a toute une partie qui est immergée, qu'on ne voit pas, et notamment sur le harcèlement, notamment sur le sexisme, sur la misogynie aussi. Et on se trouve finalement, comme les femmes cisgenres, on se trouve justement avec ces plafonds de verre qui ne nous permettent pas d'avancer dans la vie. Et Isabelle, diriez-vous qu'il y a du coup, avec ces tas de faits, ces discriminations, la question du suicide qui se pose parfois, notamment on pense aux plus jeunes? Oui, alors on en parlait en préparant justement cette interview tout à l'heure avec Clémence. Les chiffres là sont assez effrayants. Je crois que c'est plus de 50% de tentatives de suicide au sein de la communauté des personnes trans. Les chiffres qui sont connus, ce sont des estimations parce qu'il y a peu d'enquêtes aussi. On ne s'intéresse pas à ces communautés. Donc, il y a quelques chercheurs, qui travaillent sur ces dossiers-là, mais c'est aussi ce qui explique qu'on n'en parle pas suffisamment. Et c'est pour ça que ce MeToo trans a été, je pense, est parti de pas grand-chose pour revenir au cœur de l'histoire. C'est un journaliste... C'est quoi les témoignages d'ailleurs? Qu'est-ce que ça dit, les témoignages sur ce hashtag? En fait, les témoignages racontent simplement ce qu'on subit au quotidien. En fait. Des comportements transphobes qui peuvent être une agression, comme ça peut être aussi des remarques, des gestes qui font du mal à la personne, qui la poussent dans des situations dans lesquelles elle va être discriminée, mais qui la blesse dans son intime. Mais également, on va aussi au-delà de ça, puisque parfois, ça peut être aussi des agressions
à caractère sexuel. Ouais. Et pas seulement avec le toucher, pas seulement avec l'agression, mais c'est également par la parole. Ouais. Souvent, il y a une libération de la parole transphobe parce qu'il y a un manque d'éducation, pas seulement, mais souvent on va jusqu'à demander des choses sur les parties génitales des personnes trans. Justement, Isabelle, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est grâce à vous, disons-le, terrienne, hein, que ce hashtag a vu le jour. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? On avance sur d'autres questions, même si c'est aussi compliqué, s'agissant par exemple des féminicides. Là, le gouvernement français, sur quel levier peut-il agir? Je pense il y a plusieurs choses sur lesquelles il peut avancer. Il y a déjà beaucoup de choses. L'accueil, l'écoute, et puis alors je voudrais aussi faire un petit lexique, si vous le voulez bien. Les mots sont importants, vous le disiez. Les mots sont importants. Voilà, la presse, les médias ont un rôle important à jouer. Il y a encore quelques temps, quand on parle d'une agression transphobe, on dit « il » au lieu de dire « elle », alors que la jeune femme est devenue une femme, est une femme. On ne parle pas de personnes transsexuelles, ça c'était le terme qui était utilisé, qui était médical, c'était donc un trouble psychiatrique. Donc très longtemps on a dit ça. On ne dit pas transformation quand une personne est en transition, c'est bien le terme qu'il faut utiliser. Merci. Et donc on n'est pas né garçon, né fille. Quand on écrit un article, il faut dire assigné. Et voilà. Et on y reviendra bien entendu prochainement. Juste le thème de samedi, Isabelle, rapidement, ce sera sur... Il y aura notamment quelque chose autour du rôle des femmes dans la décolonisation, autour d'un documentaire qui est diffusé sur Arte. Merci Isabelle et merci beaucoup à vous Clémence Zamora-Cruz d'avoir témoigné sur notre plateau.